Donc, bonjour à tous et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui le retour d'expérience de la gare Fort-Dissy-Clamart sur la ligne 15 Sud. Je vais commencer tout d'abord par faire un tour sur les problématiques relatives aux excavations profondes de manière générale. Ensuite, le cas de la gare de Clamart, pour laquelle je vais vous présenter une confrontation entre les modélisations et les mesures en termes de moments et déformés de la paroi, d'efforts dans les appuis et de pression à l'interface de l'écran. Et enfin, une conclusion. Sur la ligne 15 Sud, l'ensemble des gares sont creusées à ciel ouvert à des profondeurs très importantes, toutes au-delà de 30 mètres. Pour dimensionner ces fouilles exceptionnelles, on a besoin déjà d'évaluer l'impact sur les avoisinants, d'où se pose la question des tassements, notamment pour des avoisinants vulnérables tels que des voies ferroviaires ou des immeubles de grande hauteur. Pour cela, il va falloir maîtriser la déformée de l'écran de soutènement et bien évidemment évaluer le moment qu'il va encaisser pour le ferrailler en conséquence. On a besoin également de bien évaluer les efforts dans les éléments d'appui, qu'ils soient provisoires ou définitifs. On a besoin également de bien appréhender le comportement des différentes couches de sol qu'on va traverser pour bien reproduire la pression que va appliquer le sol sur notre écran. Et aussi, on a besoin de bien évaluer la résistance que nous offre ce volume de sol réduit et qui est nécessaire pour l'équilibre de tout notre ouvrage. Donc, devant l'ensemble de ces éléments et devant l'excavation profonde de ces gares, il est tout à fait légitime de se poser la question suivante. Nos pratiques de modélisation sont-elles toujours pertinentes pour reproduire fidèlement le comportement d'une excavation profonde? La solution simple, c'est de mettre la main à la pâte et aller réaliser des mesures expérimentales. D'une part, pour statuer sur cette question, mais d'autre part et surtout pour synthétiser l'ensemble de ces éléments et constituer un retour d'expérience fiable. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient mon travail de thèse dont je vais vous présenter quelques éléments aujourd'hui. Pour la gare de Clamart, l'enceinte de la gare est constituée de parois moulées de 1,2 m d'épaisseur et de 40 mètres de profondeur pour soutenir une hauteur excavée de 32 mètres. Vous avez ici une vue en plan de la gare. Si on prend une coupe longitudinale de la gare pour visualiser les éléments d'appui, on verra qu'on a 4 lits de buton provisoires et dans la partie centrale, des éléments de génie civil réalisés à fur et à mesure de terrassement avec un passage top-down. Pour visualiser mieux notre gare, parce qu'elle commence réellement à prendre forme, je vous ai mis ici une photo depuis la lierne du 3e lit de buton, où vous pouvez voir la portée importante de ces éléments. Certains d'entre eux font jusqu'à 30 mètres de longueur. Une deuxième photo au-dessus de la lierne du 4e lit de buton qui s'étend sur toute la gare, où vous pouvez aussi admirer le génie civil de notre nouvelle gare de Clamart. Une dernière photo pour voir la géométrie du buton côté est, qui est sous la forme suivante, sous forme d'une patte doigt. Maintenant, si on prend une coupe transversale de la gare pour voir ce qu'on a traversé comme horizon géologique, on voit qu'on a traversé du calcaire grossier, des argiles plastiques, des marnes de Meudon, et la paroi vient s'ancrer dans la craie. Actuellement, on est en train de terrasser la dernière phase de terrassement, les derniers 5 mètres, pour arriver au niveau du radier, 32 mètres de profondeur, normalement, si tout se passe bien, d'ici mi-avril. Donc, devant cette excavation profonde, quelle méthode de modélisation avons-nous à disposition? On a la première méthode classique des coefficients de réaction qui a fait ses preuves pendant plusieurs années de pratique et qu'on peut nommer comme une méthode 1D étant donné qu'on ne manipule qu'un équilibre de ressorts horizontaux, ou bien la méthode des éléments finis 2D, et là se pose la question du choix de la loi de comportement, mais aussi le choix des paramètres d'entrée qu'on va y injecter, ou troisièmement, carrément, une modélisation 3D qui va prendre en compte l'ensemble de la complexité de la géométrie de la gare avec tous ces éléments d'appui et son génie civil. Pour notre cas, tant qu'à faire, on a réalisé les trois. Si on prend la coupe centrale de la gare, on voit qu'on arrive à reproduire la déformée avec les 3 méthodes de modélisation, bien évidemment à condition de faire le bon choix des modules. En revanche, si on regarde en termes d'effort dans les appuis, là on voit qu'on peut avoir des différences qui peuvent être non négligeables, notamment ici pour l'appui N-1. Si on regarde comment on en est arrivé là, c'est-à-dire on va suivre l'effort qu'a encaissé cet appui à fur et à mesure de l'excavation, on voit qu'à 14 mètres de profondeur, les 3 méthodes prévoient les mêmes efforts. À 17 mètres, pareil. Alors qu'à 20 mètres et à 23 mètres de profondeur, on voit que l'écart commence à augmenter entre les efforts que prévoient les coefficients de réaction et les efforts que prévoient les éléments finis. Bien évidemment, cet écart a été bien pris en compte dans notre dimensionnement, mais il serait intéressant de savoir d'où vient-il. Pour cela, il va falloir regarder le diagramme de pression à l'arrière de l'écran, que je vous ai mis ici à gauche. Et on peut voir qu'on a 2 principales différences. Les éléments finis mettent en évidence une compression au droit des appuis supérieurs et une deuxième compression en dessous du fond de fouille, qui est bien évidemment équilibrée côté fouille par une butée mobilisée plus importante. Si maintenant on veut mieux comprendre, on va regarder ce qui se passe pendant une seule phase d'excavation.
Et on va voir, là je vous ai montré la variation de la pression à l'arrière de l'écran pendant une phase d'excavation. On voit que les éléments finis mettent en évidence une décompression au droit du sol excavé, simultanément accompagnée de deux compressions, une dans la partie supérieure et une dans la partie inférieure, alors que la méthode des coefficients en réaction met en évidence qu'une décompression systématiquement et rien ne se passe dans la partie supérieure. En fait, c'est comme si les ressorts de cette méthode, étant donné qu'ils sont complètement indépendants les uns des autres, pensent qu'ils ont atteint un équilibre dans la partie supérieure et ne se sentent plus concernés par ce qui se passe en dessous. Alors que les éléments finis, étant donné qu'on a un milieu continu, ils visualisent l'ensemble de l'écran et voient bien qu'on a assoupli une zone qu'on a excavée devant l'écran, mais qu'on a deux zones quand même rigides, et donc il va répartir les contraintes de la manière suivante. Cette répartition de contraintes s'apparente tout simplement à un effet de voûte, et que si on utilise des méthodes qui ne le prennent par construction pas en compte, il se peut que dans certaines configurations, on puisse sous-estimer les efforts dans les appuis et également la butée mobilisée. Ici, je vous ai juste schématisé cet effet de voûte pour dire que plus on a une excavation profonde, plus que forcément on aurait déjà mis des appuis rigides dans la partie supérieure parce qu'on ne voulait pas, par exemple, avoir des tassements. Et donc, plus on va excaver en profondeur, on va venir assouplir une zone qui se trouve située entre deux zones rigides. Et donc, la répartition des pressions à l'arrière de l'écran sera comme visualisé ici avec la courbe bleue. Je vous ai mis à droite un retour d'expérience de la littérature parce que cet effet de voûte est bien documenté dans plusieurs retours d'expérience. Et ici, je vous ai mis le métro d'Oslo dans lequel ils avaient visualisé cette même répartition de pression et qu'ils avaient expliqué de la même manière. Maintenant, il serait intéressant de voir si on peut visualiser ça dans notre instrumentation. Mais il va falloir déjà bien reproduire le comportement de la paroi. Donc, on a besoin de mesurer le moment où il a déformé et ensuite les efforts dans les appuis et la pression à l'interface de l'écran. Pour cela, il va falloir mettre des dispositifs qui vont nous permettre de remonter à ces grandeurs qui nous intéressent. Dans notre gare, on a mis de la fibre optique et des inclinaux pour le moment où il a déformé. On a mis des jauges de déformation et aussi de la fibre optique, mais que je ne vais pas vous présenter ici par manque de temps. Et on a mis également des cellules de pression totale et interstitielle. Je vais vous présenter pour chaque dispositif comment on remonte à la grandeur intéressante. Pour la fibre optique, il suffit de mettre un linéaire de fibre optique le long de deux barres longitudinales de la paroi. On va venir le solliciter par un interrogateur. On récupère un signal. La différence entre deux signaux mesurés dans deux instants différents va nous donner la déformation qu'a subie la fibre entre ces deux instants. Connaissant le cheminement qu'on a réalisé de la fibre le long de la paroi, on va venir récupérer les deux tronçons qui correspondent à la barre longitudinale côté terre et côté fouille. Et en appliquant les formules classiques et les hypothèses classiques de la RDM, on peut mesurer la courbure, le moment et carrément remonter au déplacement. Ici, je vous ai mis des résultats des déformés qu'on a pu reproduire. Et on peut voir que avec les deux coupes, on arrive bien à reproduire la déformée et aussi le moment qu'on a mesuré avec la fibre. Maintenant, concernant les efforts dans les appuis, je vous ai mis à droite la localisation des appuis qui sont instrumentés dans les différents lits de butons provisoires ou les poutres du génie civil N-2. Donc, on avait mis 3 jauges de déformation par buton, 2 jauges par poutre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on mesure pour ces jauges-là la température en parallèle à la déformation avec la même fréquence à hauteur d'une mesure par heure. Pourquoi c'est important? Parce que l'effet de la température est important sur nos butons. Ici, je vous ai mis un exemple de données brutes d'un des butons instrumentés de notre gare, où vous pouvez voir l'évolution de l'effort et l'évolution de la température avec le temps pendant la phase d'excavation, ici notée P4. Vous pouvez voir que, en fait, notre buton, c'est juste un thermomètre, il ne fait que suivre la variation de la température, et on n'arrive pas à discerner l'effet de la phase de terrassement, ici notée P4. En revanche, si on récupère les mêmes données, mais on les visualise autrement, en mettant cette fois-ci l'effort en fonction de la température, on voit qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et c'est cet incrément d'effort qu'on va retenir pour cette phase B4 et pour le comparer avec nos modélisations. Ici, un autre exemple d'une poutre instrumentée qui, elle aussi, dépend. On voit que les déformations mesurées dépendent de la température, mais avec une manière moins importante, étant donné qu'on arrive quand même à visualiser l'effet de, ici la phase notée P2, P3 de terrassement, et la phase de terrassement P4, P5. Mais n'empêche qu'on peut, pour garder la même cohérence, faire le même raisonnement, et donc à chaque fois venir mettre la déformation ou l'effort en fonction de la température, et récupérer ces deux incréments qui vont correspondre on va dire, à nos mesures qu'on va comparer avec les modélisations. Ici, je vous ai mis un exemple de résultat pour un buton et une poutre.
Au-delà, pour le buton à gauche, au-delà des amplitudes qui sont bien évidemment loin des seuils de pilotage de notre chantier, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est vraiment l'évolution de l'effort. On avait bien noté que l'effort évolue à fur et à mesure de l'excavation, alors que comme on avait vu au début de l'exposé, l'effort prévu par les coefficients de réaction peut montrer un léger relâchement. Côté poutre, aussi au-delà du fait qu'on a réussi quand même à reproduire l'amplitude de la mesure, mais c'est surtout le fait que la mesure reproduit la modélisation, parce qu'on avait plusieurs doutes sur la pertinence de ces choses, est-ce qu'elles vont survivre au bétonnage, qu'est-ce qui va leur arriver, mais en fin de compte, elle arrive à nous donner des choses cohérentes. Et enfin, pour la pression à l'interface de l'écran, on a mis des cellules de pression qu'on a descendues dans des cages d'armature et qu'on a plaquées contre le sol. Ensuite, les câbles de mesure ont été connectés avec la centrale d'acquisition qui nous envoie donc les mesures à distance. Ici aussi un exemple de résultat où je vous ai mis la variation de la pression des 3 cellules côté sol et de la cellule côté fouille à droite. 3 éléments à retenir de ces mesures-là. Premier élément, c'est le fait qu'on arrive bien à reproduire la décompression qu'on voit au niveau des argiles, ce qui est satisfaisant. Deuxième point de satisfaction, c'est le fait que la première cellule au droit des calcaires, elle ne voit pas une grande décompression, mais au contraire, en fait, elle s'est comprimée un petit peu. Et troisième point de satisfaction, c'est le fait que la cellule côté fouille, qui nous mesure et qui nous suit l'évolution de la butée mobilisée, elle a continué à se comprimer à fur et à mesure des terrassements et n'a pas vu sa pression chuter d'une manière importante. Donc en guise de conclusion, j'aimerais insister sur l'apport de l'instrumentation pour constituer un retour d'expérience complet, c'est-à-dire que si on arrive à mettre des dispositifs pertinents et qu'on les entoure de tout le soin, la protection, voire l'affection nécessaire pour réussir à les préserver jusqu'à l'arrivée au fond de fouille, on arrivera à obtenir une description détaillée du comportement de la paroi. Et c'est intéressant pour nous parce qu'on arrive à mieux valider nos modélisations. Parce qu'on a maintenant plusieurs éléments de comparaison. Nos modèles, on peut les comparer avec le moment, la déformée, l'effort dans les appuis et la pression également. Et si on veut retenir une conclusion plus technique, c'est le fait qu'on arrive sans problème à bien reproduire la déformée et le moment que vont ressentir nos écrans de soutènement à la fois avec la méthode des éléments finis et la méthode des coefficients de réaction. Mais il reste un petit bémol, c'est le fait qu'on peut potentiellement sous-estimer des efforts dans les appuis avec la méthode des coefficients de réaction, car l'indépendance des ressorts de cette méthode peuvent occulter des phénomènes tels que l'effet de voûte. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Alors, je vais juste moi compléter la présentation sur la gare de Fordici avec quelques points particuliers de la gare. Donc, j'ai peu de temps, donc je ne vais pas vous présenter toute la gare. Je vais simplement vous présenter quelques points particuliers de conception et travaux qui ont apparu pendant la réalisation de cette gare. Parce que donc, la plupart des gares du Grand Paris sont des gares quasi rectangulaires. Donc, on voit ce que ça peut donner du quasi rectangulaire par rapport à quelque chose qui est parfaitement rectangulaire ou avec assez peu de contraintes. On arrive très vite à des gares qui sont assez compliquées. C'est le quotidien de toutes les gares du Grand Paris, et ce qui fait qu'on n'a pas uniquement des gares toutes les mêmes, rectangulaires, dans des champs. Donc concernant Fordici, on peut voir quelques points particuliers, qui est déjà la forme, l'ensemble des angles rentrants ou sortants, pans cassés, les trémies qui servent donc pour les tunneliers, arrivées-sorties, qu'on retrouve sur toutes les gares. Et vous pouvez aussi noter donc, en bas à gauche une conduite SIAP qui passe sous la gare, qui va passer juste sous le fond de fouille de la gare, enfin, qui existe déjà, qui passe, et pour lesquelles du coup des adaptations de la paroi moulée ont dû être réalisées pour éviter de casser cette conduite qui devait rester en service pendant une grande partie des travaux. Alors, plus de précision, je parle surtout de ce qui a trait à la paroi moulée. Donc, il y a d'autres aspects particuliers de cette gare, notamment une dalle qui a été préfabriquée et ripée sous les voies SNCF qui passent juste au-dessus de cette gare. Donc, dalle de 7000 tonnes qui a fait déjà l'objet de plusieurs communications, mais là, je vais me rester concentré sur les parois moulées et les sujets proches des parois moulées. Une première particularité, c'est que toute la partie centrale de la gare a été faite sous hauteur réduite. Ce que vous voyez en haut de la photo, c'est des tabliers provisoires pour les voies SNCF, donc des Transiliens TGV qui partent de la gare Montparnasse. Donc ça nous donne à peu près une hauteur pour travailler de 6 mètres. Pour réaliser des parois moulées à presque 40 mètres de profondeur, c'est un peu délicat. Donc comme vous pouvez voir cette photo, on a utilisé des outils compacts qui
permettent de réaliser cette paroi moulée. Donc là, on voit une benne sur la photo. On a également une fraise qui a permis de faire des remordus, puisque pour remettre des joints water stop en place, on a besoin de grands éléments métalliques très hauts et très lourds, donc qui posaient problème pour travailler sous hauteur réduite. Et le deuxième sujet, c'est les cages d'armature, puisqu'on a quand même des cages qui doivent faire jusqu'à 33-34 mètres de haut, qui ont dû être mises par élément de 4,50 m maximum. Donc ces éléments ont dû être manchonnés, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qui est à gauche. Forcément, si on commence à mettre des recouvrements entre éléments d'armature, on n'a plus que des recouvrements, les éléments font 4,50 m maximum. Là déjà, on a des cages en 8 éléments, il aurait fallu monter à au moins 16 éléments. Ça pose des problèmes assez particuliers, donc qu'on est obligé d'adresser. Par exemple, si on a des cages manchonnées, il ne faut surtout pas avoir de déformation des cages. Sinon, les manchons ne sont plus alignés, c'est impossible de rabouter nos éléments. Donc, il faut être sûr que les cages soient bien rigides, rajouter des éléments de levage pour pallier à ces petits sujets. Et comme vous voyez sur la photo droite, on avait vraiment optimisé le levage au maximum, puisque on passait à 10 cm sous les tabliers SNCF. Alors donc l'autre petit point particulier que je vous ai montré sur la maquette 3D qu'on voit au début, c'est la conduite fiable qui passe sous les parois moulées, donc qui est le petit tube bleu que vous voyez à gauche. Alors là, après pas mal de discussions entre maîtrise d'œuvre et entreprise, on est arrivé à une solution qui permettait d'éviter de casser cette conduite avec les parois moulées. Donc on a réalisé des parois moulées qui s'arrêtent au-dessus de la conduite, donc des parois moulées sans fiche. Donc pour faire ça, en fait, on est passé d'un fonctionnement de poutre verticale classique à fonctionnement de poutre horizontale avec des panneaux qui sont mixtes, avec à la fois une partie qui a une fiche et une partie qui va s'arrêter au-dessus de la conduite. Donc ce que vous voyez sur la photo de droite, les photos de droite, c'est du liaisonnement entre les cages de ces panneaux qui permet d'avoir en fait un espèce de fonctionnement en porte de saloon. Bon, on va espérer qu'ils ne vont pas s'ouvrir quand on va arriver au fond de fouille, où on a donc des cages liaisonnées qui vont résister horizontalement. D'ailleurs, si vous voulez voir la base d'une paroi moulée, ce qui est assez rare, normalement, quand on sera au fond de fouille, on sera à peu près au niveau bas de cette paroi moulée. Alors, dernier sujet que vous avez déjà pu voir sur les photos qu'a montré Khadija, sont le butonnage complexe de la gare. Alors, je précise juste au fait, d'ailleurs, pour la partie juste avant, on n'a pas d'eau sur Ford ici, on a uniquement une nappe perchée qui est en surface. Évidemment, si on avait une nappe, on n'aurait jamais pu aller sur cette solution, ou alors avec des procédures d'étanchement très importantes. Donc le fait qu'il n'y ait pas de nappe a joué sur cet aspect et également sur d'autres aspects calculatoires pour la gare. Et donc pour revenir à ce butonnage, donc, comme vous voyez, on a dû quand même pousser pas mal la modélisation. Vous avez pu le voir sur les photos, je vais vous en montrer une dernière. Avec tous les angles rentrants, sortants, les pans coupés, les besoins de trémie pour les tunneliers, ça complexifie énormément les butonnages des gares. Et donc là, notamment pour Ford ici, on arrive à des structures telles que celles que vous voyez là. Et pour essayer de redonner un peu un ordre de grandeur, parce que quand on voit les butons, on ne se rend pas forcément bien compte, le buton central qui est là doit reprendre à peu près 2000 tonnes. Donc vraiment de manière très grossière, c'est comme si on avait 4 Airbus A380 qui s'appuyaient dessus. Donc ça permet quand même de se rendre un peu compte des efforts qui passent dans nos systèmes de butonnage. Donc là, vous voyez un peu des photos. Un autre aspect donc, de ces butons, c'est la forte précontrainte qui a été mise en place pour limiter les déplacements. On a des TGV qui passent au-dessus, donc on avait quand même des contraintes de déplacement à respecter. Donc ce que vous voyez sur la photo à droite, ce sont le système de vérinage de ces butons qui ont permis de les mettre en précontrainte. On a des efforts de précontrainte jusqu'à 1000 kN par mètre de paroi, soit là avec ces deux vérins, en ordre de grandeur maximum, on arrive jusqu'à 10 000 kN, 1000 tonnes de précontrainte sur un seul buton. Donc voilà, et juste pour conclure sur ces butons et rejoindre la présentation de Khadija, je précisais que donc, tous ces butons métalliques ont été uniquement calculés avec des calculs au coefficient de réaction associés à des calculs de structure, donc, qui sont le modèle que vous avez vu là. Et que du coup, actuellement, tout va bien, les travaux avancent bien et tous les efforts mesurés sur l'ensemble des butons sont inférieurs aux efforts de dimensionnement. Donc les travaux avancent et on ne va pas tarder à arriver au fond de fouille. Merci de votre attention.